c'est le deuxième spectacle solo que vous présentez, qui s'intitule tout simplement Arthur à la gaieté, parce que donc c'est Arthur, donc vous à la gaieté Montparnasse. Voilà, pas très original comme titre. Le premier spectacle s'appelait Arthur en vrai. C'était, est-ce que c'était un moyen de se différencier d'une image publique qui était celle que renvoyait TF1? Disons que le premier spectacle, je l'avais intitulé Arthur en vrai parce que j'avais envie de dire, non, bah, c'était pas en vrai la vérité, mais c'était plutôt en vrai, en chair et en os. C'est-à-dire que pendant des années, vous m'avez vu dans des petites télévisions comme ça, et puis là, vous pouviez me voir en vrai, mais c'était aussi une manière de répondre à tout ce qu'on a pu raconter sur moi dans les journaux, à la télévision, dans les médias. C'est une façon de rétablir un peu ma vérité à moi, tout en faisant rire les gens. Donc faire comprendre tout simplement que vous n'étiez pas un homme tronc, quoi. Que je n'étais pas un homme tronc. C'est tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que pendant des années, on a vu que la partie haute de mon corps. Vous aviez hâte de présenter exactement. un petit peu vos chaussures qui sont bien Mes vernies, chaussures, j'avais envie d'être, j'ai envie de danser, de bouger, d'exister, d'être vivant. Ouais. Et c'est vrai que la télé s'affiche énormément. D'abord sa tasse, avec le 16/9, on est toujours un peu plus gros. Et puis surtout, j'avais envie de vérité dans le sens où la télévision, on a beaucoup de barrières de protection. On est maquillé, on est bien coiffé, c'est pas en direct. Alors que là, sur scène, c'est immédiat. Si on est mauvais, on peut pas se refaire, quoi. Alors, ce deuxième spectacle est plus dépouillé que le premier. Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous en ferez certainement d'autres, on vous le souhaite, que vous dessinez une certaine geste biographique, puisque le premier c'était quand même votre fils, vos parents, la femme que vous aimiez, là c'est plutôt le désamour, mais avec toujours votre fils, vos parents et vos grands-parents. Est-ce qu'on va avoir une grande saga familiale d'Arthur à travers la décennie qui vient? Je ne sais pas si le prochain sera à ce point familial, mais bon, moi je parle des choses de ma vie, et ma vie c'est essentiellement ma famille, les gens que j'aime, et puis comme j'aime bien faire ce qu'on appelle du comique d'observation, c'est-à-dire que tout ce que je raconte, les gens l'ont vécu au moins une fois dans la salle, je m'inspire des grands-parents, parce qu'on a tous des grands-parents, des enfants, peut-être aussi c'est parce que c'est une période de ma vie où on parle de transmission, je viens d'avoir un petit garçon de 3 mois, j'ai un aîné de 13 ans, et je me pose les questions de savoir ce que je voudrais leur transmettre. Et donc quand je réfléchis, je voudrais qu'ils aient peut-être une autre image que celle d'Arthur, parce que mon vrai prénom c'est Jacques, et je voudrais qu'ils apprennent à connaître Jacques et plutôt qu'Arthur, celui qu'on voit à la télévision. Donc c'est vrai que je suis très proche de ma famille dans mon spectacle, même s'il y a des personnages de ma famille qui n'existent pas. Par exemple mon grand-père, je n'ai jamais connu mon grand-père, mais ce que je raconte c'est ce qu'on m'a dit de lui. Et donc je m'imagine comment je me serais retrouvé avec lui si je l'avais rencontré, quoi. Mais oui, c'est un peu comme Michel Boujna. J'espère que cette saga va continuer longtemps, mais peut-être que je parlerai d'autre chose. J'ai envie de parler un peu plus, d'être plus collé à notre époque cette fois-ci. Là, je parle il y a beaucoup de nostalgie dans ce spectacle, mais dans le prochain, j'ai envie de parler un peu plus du concret de notre quotidien, mais de l'actualité, peut-être un peu de politique. J'ai envie d'aller un peu plus loin maintenant que je suis un peu plus libre de mes mouvements sur scène, en tout cas. Dans le quotidien, c'est ce que vous faites. Vous nous entreteniez dans le premier spectacle des affres du pédiluve, si je me souviens bien. Ensuite, de la température de la douche. Là, on reste dans le concret. Dans le deuxième spectacle, à savoir comment on règle une télécommande, on est quand même très dans le concret, quoi. Oui, mais je veux dire, quand je dis dans le concret, c'est le concret de notre quotidien. Moi, je parlais de l'actualité. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'adore, ce que j'aime le plus, c'est quand dans la salle, les gens éclatent de rire parce qu'ils se donnent des coups de coude, en fait. J'aime ce coup de coude que donne une femme à son mari pendant le spectacle et qui lui dit, mais t'es comme ça, t'es pareil, t'es le même. Et en fait, moi, j'adore observer. Je suis un voyeur quelque part. Et quand je montre comment les femmes mettent leurs collants, comment elles prennent une douche, j'aime bien observer ça parce que vous avez des détails, des particularités qui nous font rire et qui, quand on les décrit, sont des formidables déclarations d'amour quelque part. Vous n'avez pas l'air convaincu, mais je veux dire que c'est vrai. Vous vous amusez un petit peu à vous tourner en autodérision. Vous faites un peu une collecte de vos ridicules. Vous étiez un adolescent trouillard, rondouillard, un adulte un petit peu paniqué par le premier baiser, un peu effrayé de voir la baisse du désir chez votre femme. Pourquoi vous vous amusez justement à vous moquer de vous-même? D'abord, je trouve que la télé met les gens sur des piédestals qu'on ne mérite pas forcément. Et comme je me moque beaucoup des hommes et des femmes dans le spectacle, la moindre des choses, c'est que je pratique l'autodérision sur moi-même, sinon ça serait pas légitime. Et puis je raconte des choses vraies. Quand je raconte la première fois ma première relation sexuelle, ce que je dis est vrai.
Quand après avoir fait l'amour la première fois, elle a posé sa tête sur mon épaule et elle m'a dit « C'est pas grave ». C'est la première phrase que j'ai entendue d'une femme après mon premier rapport. Bon, j'étais jeune, j'ai eu le temps de m'appliquer depuis. Une seule fois qu'on vous l'a dit. On me l'a dit qu'une seule fois, à partir de la deuxième, ça devient un problème. Hein. Ça devient vraiment angoissant. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pris des petits bouts de ma vie et j'en ai fait des grands bouts de la vôtre. Et quand on croit que je raconte ma vie dans ce spectacle, je parle du mariage et du divorce. Par exemple, j'ai un sketch qui fait beaucoup rire sur le divorce. Je l'ai écrit, j'étais marié et très heureux. Bon, il est peut-être devenu très prémonitoire, mais à l'époque, je le lisais à mon ex-femme, ce sketch, qui me disait « Oh ouais, bof ». J'ai compris bof pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que nous sommes tous pareils, hein, et je crois que ce qu'aiment bien les gens dans ce joli théâtre de la Gaîté, c'est un théâtre de 400 places, les gens sont vraiment proches de la scène, il y a une vraie intimité, on flirte pendant le spectacle. Ils aiment bien aussi se dire que bon, il passe à la télé, on a une drôle d'image de lui, et en fait il est comme nous, quoi, il a les mêmes problèmes que nous, ce qui est vrai. Donc concrètement, vous observez, donc comment vous écrivez vos spectacles? Vous avez des petits calepins, vous écrivez des petites observations qui vous passent par la tête. Comment vous tissez justement la trame de votre spectacle? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai une école qui est celle de la radio, où tous les matins, il fallait trouver des trucs pour faire rire les gens, et donc on apprend un truc à la radio, c'est de lever les yeux quand on marche dans la rue. C'est-à-dire qu'on regarde tout, les affiches, les panneaux publicitaires, les gens, on est toujours à l'affût du petit détail qui va nous faire rire et qu'on pourra utiliser le lendemain à la radio. Et puis quand j'ai joué dans le dîner de con avec Danny Boone, pendant près d'un an, on attend des heures dans la loge, et ce que je faisais, c'est que je mettais des bouts d'idées dans une boîte de chaussures, et un été, j'ai pris cette boîte et je suis parti m'installer à l'étranger. Pendant 2 mois, j'ai composé ce qui est un peu le squelette de ce spectacle, et j'avais envie de parler de la technologie, parce que je suis nul et que je vois que mon enfant est au top de la science, il arrive à faire marcher l'ordinateur, Internet, là oui, j'avais envie d'en parler, du phénomène du portable. Et puis j'ai commencé à faire cette introspection sur moi-même, sur ma famille. Et puis j'ai parlé du mariage, du divorce, mais je parle des vacances, je parle de ma communauté. Moi j'ai grandi avec une mère juive marocaine, donc il y a beaucoup d'exubérance que je voulais faire partager au public. Et puis le metteur en scène a pris toutes ces idées, on a raconté cette histoire qui démarre à la une des journaux, puisque le premier sketch c'est un sketch sur la presse People, et qui termine avec Arthur qui va à la rencontre de Jacques, le petit garçon que j'ai été il y a 30 ans. Et ce cheminement, c'est José Fortier, un metteur en scène québécois, cette colonne vertébrale, c'est elle qui l'a rédigée avec moi. Et puis après, on écrit, c'est un travail très dur. Il y a des jours où on n'arrive pas à coucher un mot sur la feuille blanche, puis il y a des jours ça sort, il y a des jets incroyables. Et puis à la fin, je travaille avec des auteurs qui sont ce qu'on appelle des snipers. Ils prennent le texte, ils viennent nous rajouter des vannes auxquelles on n'avait pas pensé. Alors là, c'est tout et n'importe quoi. Après, on trie. Et puis une fois qu'on a cette base, je suis parti en tournée pendant plus de 18 mois et j'ai joué près de 140 fois ce spectacle avant d'arriver à Paris. Et donc entre la première représentation et celle que je joue actuellement à la Gaîté, je crois qu'il doit rester 25% du texte originel. Qu'est-ce que vous avez accepté de mettre sur scène de vous? Quel est justement les garde-fous entre votre vie privée que vous mettez un petit peu sur scène et puis une certaine frange d'intimité qui ne passerait pas l'effet de la rampe? Franchement, je ne raconte rien de ma vraie intimité. Je m'inspire de scènes de mon quotidien quand je parle du couple, quand je parle des rapports hommes-femmes, de la jalousie, des ex, mais je ne m'inspire pas d'histoires vraiment, parce que je pense que si je devais vraiment raconter ma vie sur scène, les gens s'ennuieraient, ils se feraient vraiment chier au bout de 5 minutes. Pas si rigolote ma vie, je sors pas le soir, je suis assez casanier, je rentre chez moi, j'aime bien voir des films, bouquiner, j'ai une vie de famille très pépère. Mais les limites que je me suis données, c'est de faire en sorte que ce que je raconte ne gêne pas mes proches. Voilà. D'où la terrible épreuve quand ma mère a vu le spectacle la semaine dernière pour la première fois. Racontez. Je vous raconte cette anecdote, elle n'a pas vu le spectacle, je parle quand même une demi-heure d'elle dans le spectacle en me moquant d'elle. Elle est assise à côté de Stéphane Guillon. Oh. À part qu'elle ne sait pas qui c'est. Et pendant tout le spectacle, elle lui a parlé tout le spectacle. Et lui, il ne savait pas non plus. Par déduction, il a compris au bout de 10 minutes qui elle était. Il était là. Je ne suis pas du tout comme ça. Alors là, il raconte n'importe quoi. Pas du tout. Regardez, je suis grosse comme il dit, je ne suis pas grosse. Et après le spectacle, il est venu me voir, il m'a dit, tu sais que ta mère m'a commenté tout le spectacle, j'ai compris que c'était ta mère. Et elle sait toujours pas à qui elle a parlé pendant 1h30. Le pauvre, il était pas concentré, il essayait de suivre le spectacle. Il disait, alors vous voyez, là c'est faux complètement. Et j'ai eu de la chance parce que lors du premier spectacle, elle a failli se lever pour dire à tout le monde, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle est mignonne d'ailleurs. La réflexion de ma mère en sortant de scène lors de ce premier spectacle à Paris, c'est exactement quelque chose de spécial qu'elle m'a fait quand je suis sorti de scène au Cirque d'Hiver.
au lieu de me dire, vous savez, vous jouez 1h30, vous avez le trac, la pression, le public, c'est les premiers mois. Et elle me dit, on a un vrai problème avec cette chemise. C'est que le texte, comment j'ai joué, elle s'en fout complètement. Ou tu la rentres dans le pantalon, ou tu la sors, mais pas entre les deux. Et sinon, t'aimes le spectacle, elle me fait, ouais, ça va, ça va. Ça va. Et cette veste rouge à carreaux ne lui passe toujours pas, celle de l'affiche. Hein. Vous savez que cette affiche-là, avec le nez rouge, avec cette veste affreuse, tout le monde l'a vue. Hein. Bon, ce qui prouve qu'elle était efficace. Mais personne ne m'a parlé de l'affiche. C'est-à-dire que tous les gens me justement. disaient... Mais vous savez, la première chose que vous faites, quand les affiches sont affichées partout, vous demandez à vos copains, alors. Et ils disaient pas, elle est bien, elle est pas bien. Ils me disaient, qu'est-ce que c'est que cette veste pourrie? C'est-à-dire qu'on m'a parlé que de cette veste. D'ailleurs, je rentre sur scène et c'est la première chose que je dis. Et c'est très vexant. La salle est là, ils applaudissent. Je leur dis, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ma veste est moche. Et là, la salle éclate de rire et ils disent oui. Et je dis, levez la main ceux qui trouvent ma veste moche. Et toute la salle lève la main. Donc, c'est marrant. On pense qu'on fait un truc bien et c'est pris différemment, quoi. Beaucoup de gens ont été perturbés par cette affiche parce qu'on a toujours l'habitude de me voir avec un grand sourire, très TF1, avec les dents blanches et tout. Et on avait envie de casser un petit peu cette image de télé. On voulait quelque chose qui se rapproche de la scène. Et vous savez, quand vous faites une affiche, il y a des gens, photographes, une agence de communication qui vient, ils ont des bons conseils. Ils vous disent, tu vas passer à la Gaîté, bon, on va faire une photo, tu fais la gueule. Donc sur l'instant, moi, je peux pas juger. Quand je vois cette photo-là, j'arrive pas. Déjà, j'ai du mal à me regarder. Moi aussi, je me suis trouvé un petit peu kleps, abattu. Mais je suis pas triste. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Donc c'est le jeu de mots à la Gaîté. Bon, le nez rouge, je suis pas le premier à l'avoir fait. Mais en tout cas, là où je suis content, c'est que tout le monde l'a vu. Et quand vous viendrez, j'espère que vous ferez l'honneur de voir le spectacle, vous comprendrez pourquoi il y a un nez rouge à la fin. Est-ce que vous vous considérez comme un mélancolique, donc? Ah, j'aime bien cette expression. Ouais. Je crois qu'il y a de la mélancolie, enfin, de la nostalgie surtout. De la mélancolie un petit peu. Parce que je crois que dans mon spectacle, on rit, c'est vrai, mais il y a aussi des moments d'émotion. D'ailleurs, à la fin, il était plutôt plus touchante que drôle. Et c'est une vraie volonté. Dans mon premier aussi, d'ailleurs. Parce que bon, faire rire, c'est bien, mais j'ai envie que les gens ils rapportent quelque chose avec eux dans leur poche ou dans leur cœur après le spectacle. Et j'avais envie un peu de cette mélancolie, j'aime bien ce mot. Moi, je trouve ça très joli, un petit côté, les feuilles d'automne, il pleut, on marche avec les mains dans les poches. Mais je crois que c'est aussi une manière de montrer que je suis un vrai comédien. C'est de ne pas faire que rire, parce que faire rire, c'est facile. Hein. On vous donne des bonnes blagues, c'est une étude, vous bossez, vous pratiquez, mais faire en sorte que le public ait la chair de poule et parfois les larmes aux yeux, c'est plus difficile qu'on le croit.